Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale, et je vous accueille dans mon univers de parentalité sans jugement et plein de bienveillance. Grâce à mes différentes formations, je vous donne également des clés de compréhension et des outils pour vous connecter à vos tout-petits. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents. Bienvenue dans Grands défis et tout-petits. Hello et bienvenue dans cet épisode tips numéro 2, où l'on va parler des comportements et des besoins. Avant tout, sachez que je fais partie des personnes qui pensent que derrière chaque acte, geste ou pensée, il y a un besoin à assouvir. Quand on va faire des courses, c'est le besoin physiologique. Quand on va choisir un emploi plutôt qu'un autre, c'est le besoin d'accomplissement personnel. Quand on aide un ami, c'est les besoins sociaux. D'ailleurs, je vous invite à vous référer à la pyramide de Maslow sur la hiérarchisation des besoins. C'est pour cela que je considère que derrière tout, que ce soit un comportement, un acte ou une parole, il y a un besoin qui s'exprime. Ça vaut pour les adultes et les enfants. Seulement, chez les adultes, ceux qui sont plutôt conscients de leurs besoins, qui sont conscients aussi des émotions qu'ils traversent et qui ont un vocabulaire riche et varié, pour eux, l'expression de ces besoins est assez facile à faire. Je dis bien certains adultes, puisque chez d'autres, ceux qui n'ont pas appris à observer leurs émotions, qui n'ont pas appris à les gérer, à avoir conscience des besoins autres que les besoins physiologiques, chez ceux-là, l'expression des besoins peut être une affaire plus compliquée. Je fais partie de ceux-là, et je vais d'ailleurs prendre un exemple personnel pour aller plus loin dans cette réflexion. C'était un mercredi, jour où je suis avec les enfants. Je me consacre à eux. Mon mari est rentré à 20h30. Les enfants étaient donc couchés, lavés et remplis du dîner. Mais après toute la journée passée avec eux, nombreux sont les parents qui attendent l'arrivée du coparent pour souffler un peu. Alors vous imaginez pas ma joie d'apprendre qu'il arriverait vers 20h30. Mais ce n'était pas volontaire. Il y a eu un accident sur la route et de gros bouchons en conséquence. Bref, il y a quelques années, à son arrivée, j'aurais commencé à lui dire « Mais je comprends pas, t'as pas mis Waze dès le début, il t'aurait fait passer par des trajets différents, etc. etc. » J'aurais tourné mon discours sur le fait qu'il soit arrivé tard, alors que le fond du problème était que j'étais épuisée. Et je comptais bien lui laisser la douche à gérer seule et le dîner et le couchage à gérer ensemble. Et par le passé, ce genre de discussion ne menait nulle part, car le réel besoin n'était jamais exprimé de ma part. Donc je ne provoquais aucune empathie chez mon conjoint et je restais frustrée car incomprise. Alors que l'expression de mon besoin de souffler, de prendre une petite demi-heure pour moi, ça aurait juste permis à mon mari de comprendre avec empathie mon réel besoin. Avec les adultes, souvent, la méthode des 7 pourquoi fonctionne assez bien pour creuser et trouver le réel besoin. À chaque fois que votre interlocuteur dit une phrase, vous demandez pourquoi, et il répond, et ainsi de suite, 7 fois pour trouver vraiment le cœur du problème. Je me concentre volontairement sur les adultes au début. Ce n'est pas que je considère les enfants comme des mini-adultes, loin de là, mais au final, on peut observer ce problème de conscience de besoin chez des adultes finis, j'entends par là avec un développement neurolinguistique fini. Alors vous imaginez bien à quel point cela peut être décuplé chez les enfants pour qui le développement neurolinguistique n'est qu'au stade préhistorique. Pour info, on considère un développement neurologique, donc du cerveau, fini aux alentours des 20 ans. Alors prenons maintenant l'exemple d'un enfant. Une maman m'a confié que son fils de 3 ans ne prenait pas part aux activités à l'école. Et à la maison, les activités étaient plutôt bien faites. On parle là de puzzle, de coloriage, de s'habiller, donc des activités adaptées à son âge. En creusant la question, je comprends qu'à la maison, les activités sont toujours faites à 2, voire à la place de l'enfant, car celui-ci n'y met pas de bonne volonté. Alors, en analysant la situation brute, on peut se dire que c'est un enfant feignant et qui préfère juste s'amuser, donc courir, aller au parc, regarder des dessins animés peut-être, etc. Mais en analysant plus en détail les comportements de cet enfant, qui génère d'ailleurs du désespoir et du découragement chez le parent, on peut remonter à son vrai besoin, qui est « ne me laisse pas tomber, montre-moi un petit pas ». En fait, cet enfant s'est construit une croyance d'incapacité. Alors, pourquoi ?
Dans son attitude, cet enfant restait en retrait, il ne s'améliorait pas et il ne progressait pas. Parfois, il avait même tendance à même pas essayer par peur de rater. Alors, quelle est l'histoire qui l'a mené à cette croyance ? Je pense que les psychologues sont plutôt bien placés pour répondre à cette question. Moi, en tant qu'accompagnatrice parentale, je me concentre sur les solutions et comment renverser cette croyance. Alors j'ai dit à cette maman de ne jamais faire à la place de son fils, mais de montrer un exemple à côté de lui. Peut-être de diviser les tâches en plusieurs petites étapes, d'encourager et de ne jamais critiquer. Et en quelques semaines, l'enfant avait retrouvé sa confiance en lui. Alors vous voyez qu'ici, là où on aurait pu penser à de la paresse, le problème était bien plus profond que cela. Mais un enfant de 3 ans ne pourra pas vous dire ces mots « Maman, je ne suis pas capable, je n'ai pas confiance en moi ». Et tentez la méthode des 7 pourquoi, vous en récolterez un « je sais pas » au bout du 2e avec un peu de chance. C'est pour cela qu'en discipline positive, on part des comportements des enfants et des ressentis des parents afin d'émettre l'hypothèse que le besoin est peut-être celui-là. Je dis bien une hypothèse. Parce que si on prend un groupe d'enfants qui ressent la même chose, qui a le même comportement, ça reviendrait à les mettre dans le même panier que de dire « Eh bien voilà, ce groupe d'enfants a une croyance d'incapacité ». Or, je pense qu'il faut prendre en compte les petites subtilités, les petits détails qui font qu'on peut arriver à des conclusions différentes. Je peux vous donner aussi un autre exemple basé plus sur l'émotion de l'enfant. Un enfant qui va affirmer devant vous « Non, je n'ai jamais fait ça », alors que vous savez que c'est un mensonge. Il y a là de la honte et de la peur chez cet enfant. Et donc, un besoin de protection et de maintien de l'intégrité. Alors je ne vous le cache pas, comprendre le besoin réel derrière le comportement, c'est la partie la plus difficile dans les relations humaines. C'est pour cela qu'il n'y a que des pistes de réflexion qui parfois peuvent s'avérer incomplètes. Mais ce sera rarement diamétralement opposé aux besoins réels cachés. Mais c'est ça aussi l'éducation, c'est essayer par petits pas. Partir à la recherche des besoins réels va d'une part vous rendre plus empathique, car vous comprendrez la légitimité derrière le comportement de votre enfant, et d'autre part, vous aiderez votre enfant à exprimer ses besoins réels au fil du temps. C'est pour cela que j'ai choisi de me baser sur cette méthode pour apaiser votre quotidien. Et bien sûr, je vous donne aussi des attitudes adaptées à votre sensibilité pour remplir les besoins de vos enfants. Voilà, merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Si vous pensez que cet épisode peut aider vos amis, n'hésitez pas à le partager. Et un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fait toujours plaisir et c'est utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. Merci beaucoup et à très vite.